Merci d'être venus aussi nombreux pour notre conférence de presse d'avant le Salon de l'Agriculture. Merci également pour le choix du restaurant, parce que ça me rappelle des petits souvenirs de ma région. Donc ça, c'est très sympa. Et désolé pour le bruit, mais c'est pour la bonne cause, hein, et c'est accompagné de bonnes odeurs. Voilà, parce qu'ils sont en train de nous préparer le repas qui est composé de différents types de volailles pour l'après-conférence de presse et pour pouvoir aussi accompagner nos discussions voilà, d'un bon repas. Alors, au niveau de l'équipe pour la conférence de presse, donc il y a Bernard Tosia avec moi, donc le président du syndicat national des labels avicoles français. Il y a Patrick Pajard, qui est également avec nous. Donc c'est le président du comité interprofessionnel de la dinde française. Et Yann Nedelec, directeur. Donc merci à cette partie de l'équipe de voilà, faire la présentation de la conférence de presse avec moi. Et donc on verra. Alors voilà le programme qu'on va vous projeter. Donc on a prévu une conférence de presse en 3 parties. Donc bien évidemment les chiffres clés de la filière, consommation, production de volailles, avec quand même aussi des éléments positifs de hausse, hein, parce qu'on sort de l'influenza aviaire quand même. On va revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, également un point important, les importations, avec une souveraineté alimentaire vraiment malmenée, et avec des actions urgentes à prendre, qu'on va évoquer tout à l'heure. Et également les engagements de la filière que Yann vous présentera pour la dernière partie, avec le renforcement des bonnes pratiques responsables. Alors pour commencer le premier point, je donne la parole à Bernard qui va vous présenter les premiers chiffres clés de la filière. Bonjour à tous. Donc quelques bonnes nouvelles sur le marché, c'est ça l'élément important qu'on va peut-être retenir. Ou une consommation, il faudrait avancer le truc là, voilà. Et une viande à succès, bon ça vous le savez, on vous le répète, mais ça se confirme, puisque vous allez le voir à travers les chiffres où la consommation continue à progresser. Donc on le voit, 3,6% de consommation globale en progression, 2023 par rapport à 2022. Donc on approche les 2 millions de tonnes. Donc c'est un record pour la consommation française. Et on approche les 29 kilos de volaille. Avec un focus important que vous savez, qui progresse, on y reviendra, mais l'évolution sur la partie poulet, ou 23 kilos par habitant de consommation de poulet. Vous avez noté tous ou ça va trop vite? Non, c'est bon. Vous me dites, parce que je vois ils écrivent tous. Oui, mais ils ont le dossier. Vous l'avez dans le dossier aussi. Il y a tout dans le dossier. Hein, Donc l'élément important, là, ici, c'est la part du poulet qui progresse. Alors ça, nous, on le regrette un peu, mais c'est un constat, c'est comme ça. C'est son accessibilité, sa praticité. Vous voyez, la part du poulet passe de 75% à près de 80%, 76% à près de 80%. Et ça continue. Donc les autres espèces sont un peu plus difficiles. Ça a été un peu lié à l'IA, mais voilà, nous on a une vraie diversité dans la filière volaille française. Vous voyez les espèces qui sont là, pintades, canards et dindes, qui sont présentes. Il y a aussi des petites espèces qu'on ne cite pas, mais pigeons, cailles, voilà. Et on est la seule filière en Europe et peut-être au monde qui ont une telle diversité de filières. Il faut le répéter. Ne consommez pas que du poulet, si on peut dire quelque chose. Je pense à toi, Patrick. Voilà. Mais consommez d'autres produits. Consommez aussi des filières de qualité, aussi, de la belle rouge et bio. Mais voilà, on a une vraie diversité qu'il nous faut maintenir, mais qui est un peu malmenée. Bon, donc on le voit. L'autre élément important alors, sur ces graphiques, c'est l'évolution de la restauration hors domicile. Alors la restauration gagne du terrain sur la consommation à domicile. La courbe, elle est parlante, vous le voyez bien, la courbe en progression de la consommation totale et la consommation à domicile. Donc ici, sur ce tableau-là, là, on le voit bien, où la consommation à domicile baisse et la restauration hors domicile continue à progresser. 65% consommation à domicile, 35% RHD. Et ça, bon voilà, c'est là où on y reviendra, mais c'est là où il y a des produits qui ne sont pas étiquetés comme on voudrait et des produits d'importation qui sont là. Voilà. Mais on y reviendra sur la partie origine de notre production. Alors, peut-être le point à noter sur ce graphique-là, c'est qu'on vous a dit on a une consommation de volaille et notamment de poulet dynamique. C'est une bonne nouvelle. Et là, ce qu'on voulait mettre en évidence, c'est que c'est surtout la consommation hors domicile qui est le moteur de la croissance de la consommation de poulet. En consommation à domicile, on reste à peu près dans les mêmes types de consommation. Et c'est sur le hors domicile que la consommation augmente énormément.
Et vous voyez d'ailleurs, là, il y a le petit pic qui est lié au confinement. Les gens étaient plus à la maison, donc ils ont plus mangé à la maison. Et puis boum, déconfinement, et hop, ça repart en hors domicile, quoi. Voilà un peu le point qu'on voulait vous montrer. Et que du coup, au niveau de la restauration hors domicile, aujourd'hui, c'est 35% du volume, ce qui est quand même très important, quoi. Voilà, je te laisse parler, vas-y, Bernard. merci. On a un tableau qui le montre bien, voilà, hein, c'est celui-là qui le montre bien. La part de la consommation hors domicile est de 35%. Bon, en magasin, alors plus 1,8% de volailles achetées en 2023. Bon, les volailles festives, globalement, ça s'est bien passé. Il y a eu, voilà, mais ça a été, voilà, une fin d'année correcte. Et le poulet qui reste le moteur des ventes, ça on le sait, plus 6,5% en volume, et avec un peu moins de valeur. Bon, c'est lié à des prix qui bougent et sûrement un peu de l'import. Voilà. Bon, donc l'achat des ménages confirme ce qu'on a dit tout à l'heure sur les tableaux, où c'est le poulet qui est dominant et les autres espèces qui souffrent, hein, que ce soit en volume. Bon, il y a des écarts sur les prix, puisqu'il y a eu plus de volume vendu par rapport à l'année dernière. Mais bon, on voit encore, c'est le poulet qui s'en sort le mieux dans toutes les espèces. Et on voit la dinde et le canard et la pintade qui souffrent un petit peu. Voilà. Ok, voilà Jean-Michel. Merci Bernard pour cette présentation. Donc l'autre point également qu'on voulait mettre en évidence, c'était la reprise de la production. On a fait avec vous des conférences de presse avec des sujets très lourds liés à l'influenza aviaire. Et là, c'est vrai, on voulait quand même revenir sur un élément positif, c'est que la production française a retrouvé des couleurs. Hein, on est passé de la 4e à la 3e place des pays producteurs de volailles en Europe. Hein, parce que voilà, l'influenza s'estompe, donc on a été dans un contexte plus apaisé pour produire. Mais voilà, il y a la vaccination qui nous a aidés, mais qui représente aussi voilà, des coûts de production supplémentaires, notamment pour la filière canard. Et on voulait vous mettre donc les chiffres aussi de ce qui a été vacciné. Donc 62 millions de canards à rôtir et à foie gras qui sont concernés de octobre 2023 à octobre 2024. On évalue à peu près le coût. Hein. On n'a pas la précision à l'heure actuelle totale, mais c'est à peu près quand même 115 millions d'euros, avec 85% pris en charge par l'État, 15% par la filière. Et là, on est mobilisé et en discussion avec l'État pour que, voilà, on ait toujours un accompagnement pour l'année qui vient, 2024-2025. Alors, on rentre plus là dans le détail de la reprise de la production parce que Bernard le disait, en France, on a une richesse unique, c'est notre diversité d'espèces. Il n'y a pas plus qu'en France pour trouver autant d'espèces que chez nous. Donc, il y a la pintade. Donc, on vous a mis les chiffres 2021. Donc, on est toujours en baisse, mais moins en baisse qu'avant. Sur la dinde, on est quasiment à l'équilibre après quand même de fortes baisses de production liées à l'influenza. Et sur le poulet, on retrouve vraiment du positif. Et également sur le canard, hein, vraiment très impacté par l'influenza aviaire. De moins 27, on est sur du plus 16. Alors, on n'est pas sur de la production en plus, je tiens à le souligner, mais sur du rattrapage en fait. Hein. On retrouve des couleurs par rapport à avant. Peut-être juste Jean-Michel pour compléter sur ce graphe, comment il faut le lire, c'est que par rapport à 2022, les productions ont augmenté en ce qui concerne le poulet et le canard. Ça n'a pas augmenté pour la dinde et la pintade, mais quand on compare 2023 par rapport à 2021, il faut quand même noter qu'on est toujours largement en dessous des niveaux de croisière qu'on avait en 2021. C'est-à-dire qu'en 2023, on est à moins 27% à canard, on est quasi ISO en poulet, à pratiquement moins 20%, moins 18% en dinde et moins 12% en pintade. Donc on est loin d'avoir récupéré les niveaux de 2021. On a rattrapé, mais pas complètement, de loin pas. Alors là, on voulait vous montrer également donc la répartition des différentes espèces dans la volaille. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que la place prise par le poulet ne cesse d'augmenter. Je dirais que le roi de la volaille, ça devient de plus en plus le poulet, quoi. Alors, on vous a montré des chiffres qui sont quand même relativement récents parce qu'il y a 21 et 23, il n'y a pas beaucoup d'écart d'année. Mais on avait le poulet à 70% avec les autres espèces à côté qui en représentaient 30. Et là, rien qu'en 3 ans, c'est 3 quarts poulet et 1 quart pour tout le reste, quoi.
Et bon, l'idée qu'on voulait mettre en avant, c'est de faire passer un message aux consommateurs également de consommer du poulet, c'est bien, mais consommer également toutes les autres espèces de volailles parce que ça fait partie de notre patrimoine gastronomique français et on est les seuls en Europe à en faire certaines, notamment tout ce qui est pintade, canard à rôtir, de la dinde on en fait, mais malheureusement on en consomme moins et c'est de la bonne viande et il faut en consommer plus. Et tu peux rajouter la caille, le pigeon aussi. Oui, pigeon, caille également, c'est vrai. Là, je redonne la parole à Bernard pour présenter les 2 slides suivants. Alors, donc là, je dirais qu'on a été un peu optimiste. On a mis stabilité de la part des produits sous signe qualité. Bon, ce n'est pas une stabilité parce que quand on voit les chiffres, la répartition, vous voyez, la répartition des labels rouges, elle était à 15 en 2021, elle est à 13 aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une stabilité. Hein. Je crois que alors, ce qu'on va redire, ce qu'on pense, je vous le dirai, je pense qu'on est en plancher aujourd'hui. On pense que sur nos productions label rouge et bio, on a atteint, après les 2 années difficiles, on pense qu'on y est. Voilà. Mais notre part globale dans la répartition, elle baisse. Voilà. Le label rouge est à 13, le bio à 1, le certifié à 5 et le poulet grand export à 7. Bon. Mais bon, cette diversité, elle est qu'en France, quoi. Hein, c'est ça qu'on veut montrer avec des productions extensives qui pèsent. Et la production de poulet standard est plus de 2%, plus de points par rapport à 2022. Bon, là, vous avez les chiffres donc, de mise en place. Le bio a fait moins 14% en 2023 par rapport à 2022, hein, et moins 25% sur 2 ans. Le label rouge a fait moins 5%. Après une année à moins 9. Donc, voilà, là, vous avez les chiffres qui ont évolué. Bon, donc on pense aujourd'hui qu'on est un petit plancher et on pense qu'il y a des choses qui nous rendent un peu plus optimistes et qui vont faire que on espère retrouver un peu de dynamique sur notre marché. Et on y croit. Bon, sur le bio, c'est difficile, mais sur les 2 productions, hein, je crois qu'il y a la reprise des promotions, qui est pour nous quelque chose d'important, qu'on commence à voir en magasin aujourd'hui, hein, et qui font qu'il y a un peu plus de volume qui est mis en avant, hein, qui fait que l'acte d'achat est plus concret. Il y a un travail à faire qui est fait au sein d'Envol et qu'il faut qu'on continue sur la mise en avant en rayon, où on pense qu'aujourd'hui les rayons ne sont pas très clairs. Et c'est avec les opérateurs, hein, on a ça à faire ensemble, mais les distributeurs sont d'accord avec ça. Et il y aura un travail à faire sur l'origine, mais ça on y reviendra, et je pense qu'il est important. Et après il y a un petit travail que nous on dit, qui est, là il y a une baisse des céréales, l'indice ta vie a fortement baissé, il faut que ce soit répercuté aux consommateurs, quoi. Et aujourd'hui, il y a encore un effort à faire de la distribution pour faire que nos produits continuent à être abordables. Voilà un travail collectif qui se fait et qui est à faire encore, mais qui doit nous aider à retrouver des couleurs sur nos productions. Merci Bernard. Alors, un peu, la grande idée, c'est ça, c'est que la consommation de volaille est dynamique, ça repose sur le poulet, beaucoup, avec un point d'attention pour nous à donner à toutes les diversités d'espèces de volailles qui sont assez uniques en France. Dans cette dynamique de poulet, c'est surtout la restauration hors domicile qui est le moteur de cette croissance, et avec de vraies difficultés pour les filières montées en gamme, label rouge bio, et donc avec une orientation quand même sur le poulet du quotidien au niveau des consommateurs, quoi. Alors on voulait également vous donner quelques chiffres sur le recensement agricole, parce que dans une filière, il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent. Et les volailles françaises, on voulait vous le montrer, sont issues plutôt de tailles d'élevage modestes et très diversifiées. Donc quelques chiffres. La filière, c'est près de 14 000 élevages. Donc il y a bien évidemment une érosion, comme dans beaucoup de filières d'élevage. Mais voilà, on représente quand même 14 000 élevages en France, avec la moitié qui est dans le nord-ouest de la France. Alors un âge moyen de 47 ans. Alors il y en a qui vont dire que c'est élevé, on va voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Globalement, par rapport à la moyenne des éleveurs français, on est plus jeune que la moyenne des éleveurs. Mais il y a un vrai enjeu de renouvellement des générations, parce qu'il y a quand même plus de la moitié qui ont plus de 50 ans. Voilà, au niveau de l'âge moyen des éleveurs. Donc il y a une vraie question aussi de souveraineté alimentaire à moyen terme, parce qu'il y a beaucoup ça veut dire que dans les prochaines années, il y a quand même un certain nombre d'éleveurs qui vont arriver à la retraite et dont les élevages devront être repris
pour qu'on maintienne nos productions en France. Voilà, avec des fois un avenir incertain, notamment quand on regarde sur ce qui se passe pour les éleveurs qui ont dépassé les 60 ans, avec quand même une bonne part qui ne se sont pas toujours projetés dans la manière dont leurs élevages seront repris au moment où ils arrêtent leur activité. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on a mis en avant à nouveau notre biodiversité avicole, donc 8 espèces, avec une diversité également de modèles d'élevage assez unique, parce qu'on va retrouver du standard du quotidien, avec du standard plus comme le certifié ou d'autres démarches, le label rouge et le bio. C'est des choses qu'on ne retrouve que chez nous et qu'il faut absolument qu'on préserve. Ensuite, voilà. Alors voilà, quelques chiffres pour montrer la diversité. En France, il y a à près d'un quart des volailles qui sont élevées en fait dans des fermes de polyculture élevage. On va retrouver de l'élevage de volailles, mais pas que. On va y retrouver du ruminant, c'est-à-dire du bovin viande, du bovin lait ou du porc. Et ça, c'est vraiment une particularité chez nous. Quand on regarde chez les autres, les exploitations sont beaucoup plus spécialisées. 3% en Pologne, hein, il n'y a que 3% de diversification, 5% en Espagne ou 10% aux Pays-Bas. Donc la diversité, c'est vraiment un marqueur de nos élevages. Et avec des élevages plutôt de taille relativement modeste, on a des élevages qui sont 4 à 5 fois plus petits que nos homologues en moyenne d'autres pays européens. Et on va dire que le gros de la production, 70%, est fait par des exploitations qui ont moins de 60 000 volailles. Et on a fait également une comparaison avec les plus énormes. On est même, par rapport à l'Ukraine, avec des exploitations qui sont 50 fois plus petites. Voilà, donc on reste vraiment sur des élevages de type familiaux. C'est l'éleveur, c'est l'éleveuse qui travaille en famille avec de temps en temps l'aide d'un ou deux salariés. Et ça, c'est un modèle qu'on veut également préserver. Alors maintenant, on arrive au point important qui a pas mal occupé aussi l'actualité des dernières semaines. C'est les importations, avec une souveraineté alimentaire qui est de plus en plus malmenée. Alors pour nous, pour Envol, c'est quoi la souveraineté alimentaire? Pour nous, il y a 4 critères pour répondre aux attentes du consommateur et du citoyen. C'est tout d'abord répondre en quantité aux consommateurs, qu'il ait de la volaille française en France pour le consommateur français. Ça, c'est le premier objectif. On l'a beaucoup dit maintenant, c'est également répondre en termes de diversité de choix, en diversité d'espèces, de modes de production, de modes de consommation, pour couvrir tout l'espace de consommation. En qualité, avec différents critères qualitatifs, ça peut être le gustatif, l'environnemental, le sanitaire, et également la traçabilité, c'est que quand le consommateur mange français, qu'il sache qu'il mange français ou autre chose. Et avec une souveraineté à l'échelle nationale dans une Union européenne qui est quand même, elle, qui fixe les règles et protège ses acteurs économiques des importations qui ne respectent pas les mêmes règles que les nôtres. Voilà. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Donc, vous allez le voir maintenant dans les chiffres. Malheureusement, les importations continuent d'augmenter. Donc, on va vous le montrer avec 2 slides. Alors oui, avant les 2 slides, oui. Donc il y a une augmentation en 2023 de plus 3,2% de volailles. Et donc du coup, le déficit malheureusement de la balance commerciale se creuse. On est à 44% de volailles importées. C'est plus 10 points en 3 ans, donc c'est quand même énorme. Et vous le verrez tout à l'heure, c'est principalement le solde à poulet qui représente l'importation, avec une balance commerciale déficitaire, donc de 448 000 tonnes, et ça représente 1,23 milliard d'euros. Alors, d'où viennent ces volailles? Alors, il nous faut 2 slides pour arriver à la France. Il y a tout d'abord ce qui arrive en Europe, parce que vu que la traçabilité n'est pas évidente au niveau européen, il nous faut d'abord l'Europe pour arriver à la France, pour faire les recroisements. Donc là, vous voyez l'évolution des importations. Donc le Brésil, c'est le gros pays d'importation, hein. Donc ça augmente, ça a un petit peu baissé, mais on est plutôt sur de la croissance. On est quand même sur des chiffres très très élevés, avec de vraies inquiétudes, notamment avec le Mercosur, parce que le Mercosur, c'est encore 180 000 tonnes qui se rajouteraient à ces volumes-là. Il y a également l'Ukraine, donc avec une croissance exponentielle des importations. Donc vous voyez, l'Ukraine est devenue en quelques années
le deuxième pays dont l'Europe importe le plus. Devant la Thaïlande, qui était normalement le deuxième pays, donc qui maintient aussi des volumes élevés. Alors le Royaume-Uni, c'est un peu... on n'est pas dans les réalités en fait avec le Royaume-Uni parce qu'il y a le phénomène du Brexit qui fait qu'il y a de l'import-export qui n'impacte que peu en fait la France directement. Ce qu'il faut retenir, c'est Brésil très important avec le risque Mercosur qui va se rajouter, une explosion de l'Ukraine qui devient deuxième pays importateur, et la Thaïlande qui reste à des niveaux très élevés. Et là, on voit ce qui arrive en France. Donc la Pologne, qui était déjà un gros exportateur, augmente. Et après, il y a les deux grands pays qui ont les deux grands ports de commerce. Donc Belgique avec Anvers, Pays-Bas avec Rotterdam, et également un peu l'Allemagne avec Hambourg. Voilà, qui retransitent, on va dire, vers le marché français. Donc explosion de ces importations. Alors, je disais 44% de volailles importées, mais si on va sur le poulet, la moitié des poulets consommés en France sont importés en 2023. Et on importe quoi? Essentiellement de la découpe. Donc vous voyez les filets qui augmentent, les cuisses et également les préparations avec autres découpes. Et on vous a mis quand même la progression des importations de poulet depuis 90, c'est exponentiel quoi. 90 c'était 10%. Et aujourd'hui, pour arriver, 33 ans après, à la moitié des poulets importés. Donc quand vous regardez la croissance de la consommation de poulet, qui est à peu près la même, on va dire que la croissance de la consommation de poulet a été plus alimentée par de la volaille, par du poulet d'importation que par notre propre production française. Notre production ne s'est pas effondrée, mais n'a pas accompagné la croissance de la consommation. Ce qui est quand même un marqueur fort pour notre filière. Alors on vous l'a mis sous une autre forme, voilà, avec des courbes. Hein. Donc vous voyez la consommation qui augmente, avec notre production, vous voyez, qui a légèrement augmenté, mais de loin pas pour subvenir aux besoins de la consommation. Et si je reviens sur la consommation, c'est beaucoup de la RHD qui a augmenté. Hein. C'est-à-dire que les gens consomment de plus en plus, mais de plus en plus ailleurs que chez eux. Et donc, voilà, on va revenir également sur le pourquoi des propositions qu'on va vous faire tout de suite, quoi. Alors, voilà, les propositions. Alors, la filière, qu'est-ce qu'elle demande? Elle encourage que se concrétisent et s'accentuent les actions de lutte annoncées par les autorités françaises sur tous ces sujets d'importation. Donc je le disais, avec le Mercosur, on demande qu'on arrête les discussions qui sont en cours, parce que 180 000 tonnes qui se rajoutent encore au volume actuel, ce serait vraiment inconscient et mortifère vraiment pour la filière française. Sur l'Ukraine, on demande à ce qu'il y ait une application de la clause de sauvegarde, c'est qu'on ait la remise en place en fait des volumes d'importation de l'accord de 2019 qui était à 90 000 tonnes, parce qu'aujourd'hui on est à plus de 230 000 tonnes, donc c'est énorme. Donc nous on demande à ce qu'on revienne au volume d'avant en fait, et que sur toutes les importations on applique des clauses miroirs et non des équivalences, parce que ça c'est l'autre sujet. On veut vraiment des clauses miroirs, avec également la mise en place de vrais contrôles. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que nous, on a des conditions de production quand même très très exigeantes dans l'Union européenne, et peut-être encore plus particulièrement en France, sur les volets environnementaux, sur les volets sanitaires, avec des exigences de traçabilité. Et ce qu'on demande, tout simplement, et c'est pas beaucoup demandé, c'est à ce que la Commission européenne, quand elle signe et qu'elle négocie des accords de libre-échange, qu'elle impose tout simplement aux poulets qu'on importe les mêmes règles de production qu'il y a chez nous. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On impose des règles sur les produits finis quand ils arrivent, avec très peu de contrôle. Et il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais n'impose rien sur la manière dont les poulets sont élevés. Et ça crée aujourd'hui des distorsions de concurrence très graves entre les poulets produits hors UE et en UE, et notamment en France. Donc ça, c'est vraiment une demande forte qu'on fait. Ensuite, sur la slide suivante, je passe la parole à Patrick. Et là,
qu'est-ce qui se passe? C'est que surtout, nous, on peut demander des choses, mais on a regardé ce que le consommateur attendait. Et le consommateur, il est très très clair sur ses attentes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ambiguïté sur la valeur citoyenne du poulet français. Vous voyez dans les chiffres, 8 Français sur 10 sont satisfaits de l'obligation de l'origine des viandes en affichage. Mais surtout, ils demandent cette extension sur les produits RHD, dont on a vu que ça constitue à peu près 35% aujourd'hui de la consommation. Et où est le problème? Le problème, il est qu'aujourd'hui, quand on regarde l'engagement des restaurants, il n'y a que 15% des restaurateurs aujourd'hui qui sont engagés dans la démarche d'authentification. Donc un vrai problème, une absence de contrôle. Et ça, c'est un de nos problèmes aujourd'hui pour que on assure cette promotion de la volaille française. Et de rappeler quand même qu'il a fallu 5 ministres pour arriver à établir cette formalisation. Avec un problème énorme, c'est que cette expérimentation, parce que c'était une valeur expérimentale, s'arrête le 29 février 2024. C'est-à-dire que dans une semaine, il n'y a plus d'obligation de mention d'origine des viandes. Donc on réclame quoi? On réclame aujourd'hui que l'étiquetage soit élargi, avec quelque chose qui irait beaucoup plus loin que le seul fait de la volaille crue, mais aussi dans les préparations. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de produits sont faits via des préparations élaborées. Et là encore, il y a carence sur l'origine des viandes. Et je précise qu'il n'y a pas que la volaille qui est dans cette situation. La filière porcine, depuis le début, a porté ce dossier avec nous. Donc, je pense qu'elle est toujours dans le souhait d'aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on va demander? On va demander surtout au ministre de l'Agriculture de pouvoir entériner de façon définitive cette mesure. Et puis au ministre de l'Économie, d'opérer les contrôles nécessaires par l'autorité de la concurrence dans les restaurateurs et sur l'étiquetage des produits élaborés pour que cette mesure soit respectée. C'est vraiment fondamental. Je rappelle que vous voyez ce petit logo, la volaille française aujourd'hui, c'est un logo qui est porté par une association. L'association est représentée par tous les maillons de la filière volaille. Quand elle communique, elle ne demande pas de deniers à l'État. Elle s'autofinance par des deniers qui sont collectés au niveau de tous les maillons de la filière. Donc c'est simplement une application stricte de la loi que l'on souhaite et qui correspond tout simplement à l'attente des consommateurs. Alors un sujet plus tendu. Aujourd'hui, directive européenne, bien-être animal et environnement. Moi, je suis directeur d'une coopérative dans le bocage. Certains sont venus nous voir l'année dernière. Puis tous les jours, moi, je vis quelque chose d'assez dramatique. J'ai des éleveurs qui sont indignés, qui sont parfois résignés, puis parfois qui ont plutôt envie d'abandonner. Parce que dans la mouvance de ce qu'on peut voir de la crise agricole aujourd'hui, il y a vraiment des choses très quotidiennes tous les jours qui insupportent et qui sont exprimées par de l'injustice. Et nos éleveurs aujourd'hui sont vraiment fâchés de tout ça. Le premier élément, c'est sur toutes les conditions de surréglementation. Le transport en est un cas criant. On remet en cause les conditions de transport de volailles et bien d'autres. Peut-on imaginer un instant que dans nos filières, nous ayons envie de transporter et de maltraiter les animaux pendant le transport? Si tel est le cas, c'est forcément une source de non-conformité à l'abattoir, c'est forcément des produits qu'on ne pourra pas commercialiser, ou si on le commercialise, ils auront des défauts et le consommateur ne voudra pas. Donc on est simplement enclin de bon sens, et quand on transporte les animaux, on les met dans des bonnes conditions. Et ce qu'on nous demande là, de changer les hauteurs, les densités, tout ça, ça s'assimile à quasiment si vous mettiez des enfants dans un bus scolaire et que vous les demandiez de marcher pendant le transport sur une route sinueuse. C'est à peu près la même chose. Les enfants vont se balader d'un côté à l'autre du car, ce n'est tout simplement pas possible. Et bien sur les volailles, c'est la même chose. Donc on a des technocrates qui sont dans les bureaux, qui nous pondent ce genre de réglementation, qui ne sont pas encore venus voir le terrain. Alors on va en accueillir quelques-uns d'ici peu, on va leur faire voir ce que c'est que le transport, mais on n'est pas en train aujourd'hui de maltraiter nos animaux pendant le transport. Bien au contraire, on assure les choses, quelle que soit la durée, quel que soit le type d'animaux, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Et je rappelle que aujourd'hui, la loi nous impose que les gens qui transportent les animaux, les gens qui sont à la réception des animaux, les éleveurs et des formations bien-être animal, c'est pas facile d'expliquer à un éleveur qui a des fois 30 ans d'expérience qu'il va avoir une formation bien-être animal, ou qu'un chauffeur pour transporter des volailles va avoir une capacité à transporter ça. C'est le cas. Aujourd'hui, on a déjà des choses, donc on n'en veut pas plus. Autre dossier, les IED, les émissions industrielles.
Si vous allez sur la page du ministère de l'écologie et que vous tapez IED, vous allez voir une photo avec une usine et 2 cheminées qui fument. Quel est le rapport avec l'élevage de dinde? Ben, y en a un, c'est qu'en fait la loi européenne nous demande aujourd'hui d'aller appliquer dans des élevages de taille modeste, 9000 animaux, c'est un bâtiment, un poulailler classique chez des éleveurs. En général, ils en ont 2. Mais là, pour un bâtiment, d'enclencher un dossier complet d'installation classée qui va demander entre 10 et 15 000 euros de prestations d'un cabinet extérieur, tellement le dossier est lourd et tellement en tant qu'éleveur on est incapable de le faire tout seul, et qui générera 80 millions d'euros de surcoût pour la filière dinde. On ne comprend pas. Donc on souhaite franchement que le seuil de 40 000 animaux équivalents reste aujourd'hui la référence pour toutes les volailles. Vous imaginez aller chez 3-4 000 éleveurs, faire qu'une enquête publique, chez éventuellement des jeunes éleveurs qui sont installés depuis 3-4 ans, qui ont respecté toutes les déclarations, tous les schémas, et à qui on m'a demandé de remettre en cause leur élevage. Imaginons ça chacun dans notre métier tous les jours, si on devait demander à notre voisin si on a le droit d'exercer. C'est ce qu'on nous demande dans les élevages aujourd'hui. Donc tout ça, 2 exemples concrets qui peuvent illustrer l'exaspération au quotidien qu'on a dans nos exploitations, de par des mesures qui sont totalement inadaptées à notre production. Et comme le disait Jean-Michel tout à l'heure, on est loin d'avoir ça dans d'autres pays frontaliers qui déversent aujourd'hui la moitié des poulets qu'on consomme sur le territoire français. Merci. Donc après ce tableau, alors parfois pas très positif, en tout cas en ce qui concerne la réglementation ou les importations, ça ne nous a pas empêché les crises successives qu'on a vécues ces dernières semaines, ces dernières années, de poursuivre le renforcement des bonnes pratiques dans la filière. Et donc on va reparler aujourd'hui du Pacte Ambition 2025, dont on vous a parlé régulièrement, mais qu'on vous avait surtout expliqué en 2020, quand on l'avait lancé, et donc refaire le point sur des objectifs qu'on s'était fixés. Donc pour rappel, on s'était fixé 6 objectifs en réponse aux attentes du marché. Le premier, c'était répondre à toutes les attentes de tous les circuits, donc des consommateurs et des citoyens. La force est de constater par rapport à ce qu'on vous a dit que, on l'a dit, il y a une baisse de la production et de la consommation de bio et de label rouge. Alors pour des raisons de pouvoir d'achat, puis l'impact influenza aviaire aussi, mine de rien, l'année dernière. Et concernant l'offre standard, on n'arrive pas à rivaliser, en tout cas aujourd'hui, pas suffisamment, avec les viandes d'importation, comme on a pu le voir. Donc là, sur cet objectif, c'est pas atteint et ça va être compliqué, mais en tout cas, on s'y emploie. Concernant l'objectif sur l'accès à la lumière naturelle pour 50% des volailles, qui est un objectif fort en lien avec le bien-être animal et pour répondre aussi à des attentes, là-dessus on a fait une enquête en 2023 pour voir un petit peu où on en était, qui demande à être affinée dans les mois qui viennent, mais aujourd'hui on a 74% des élevages qui sont équipés d'accès à la lumière naturelle. Quand on regarde que les élevages standards, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de parcours plein air, c'est 56% des élevages standards en poulet qui ont accès à la lumière naturelle aujourd'hui. Donc là, on peut dire sur cet objectif-là, il est largement dépassé et avant la date qu'on avait fixée. Et ça continue. Le troisième objectif, c'était 100% des élevages engagés dans l'amélioration des bonnes pratiques, via notamment l'utilisation de plusieurs applications et la réalisation d'audits sur les élevages, donc via la charte EVA notamment, les chartes interprofessionnelles, où près de 85% à l'heure où on se parle des élevages ont été audités sur leurs bonnes pratiques, malgré le contexte difficile que j'ai décrit, et également une multiplication des audits EBEN, donc spécifiques au bien-être animal, qui sont réalisés dans les élevages. Enfin, concernant l'objectif zéro déforestation et une alimentation sûre et durable pour nos volailles, là-dessus on est engagé donc dans Duralim et les derniers chiffres qu'on a pu obtenir qui datent plus de 2022, c'est 95% de l'alimentation garantie aujourd'hui sans risque de déforestation. Et quoi qu'il en soit, à partir du 1er janvier 2025, l'importation de soja, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, de soja qui aura contribué à la déforestation sera interdit. Et sur ce sujet, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Jean-Michel tout à l'heure par rapport aux clauses miroirs, parce que c'est édifiant. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, on aura l'interdiction, et on est OK avec ça, d'importer du soja qui a contribué à la déforestation. En revanche,
on n'aura pas l'interdiction d'importer du poulet qui a mangé du soja qui a contribué à la déforestation. Puisque le poulet brésilien, on n'a aucune garantie. Je ne dis pas que c'est obligé qu'il ait mangé du soja qui a déforesté, mais on n'a pas les garanties que nous, on nous demande et qu'on a même devancé via notre engagement dans Duralim. Donc ça, c'est une clause miroir hyper importante sur lequel nous, on va se battre pour la suite. Il faut que le poulet soit intégré dans le prochain règlement qui interdit l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. 5e objectif, la diminution de l'usage des antibiotiques. Moins 60%, c'était l'objectif en 15 ans. On a dépassé cet objectif assez rapidement. Aujourd'hui, on a moins 72% d'utilisation d'antibiotiques dans les élevages. Grâce notamment, c'est un effort collectif, des OP, des éleveurs et des vétérinaires aussi sur cette question-là. Et puis tu peux préciser que là-dessus, la liste des antibiotiques utilisables est extrêmement restreinte en France et c'est une liste qui a été établie pour justement éviter tous les problèmes. Donc ce qu'on utilise comme molécule aujourd'hui, quand il y en a besoin, et c'est de plus en plus rare, ce sont des antibiotiques entre guillemets qui contribuent largement à ne pas acter de l'antibiorésistance derrière, parce que les molécules qu'on a sont vraiment aujourd'hui non contraignantes. Tout à fait. Et le dernier objectif, donc, c'est maintien des élevages familiaux. En tout cas, c'était ce qu'on avait affiché en 2019. Bien entendu que notre objectif, il est toujours d'avoir sur le territoire des exploitations familiales, à capital familial, à taille humaine, mais qui doivent rester compétitifs. Et c'est pour ça qu'on ne s'interdit pas, et je pense que vous l'aurez compris à travers ce qu'on a dit tout à l'heure, à un moment donné, pour permettre d'atteindre la souveraineté, ou en tout cas de progresser sur la souveraineté, notamment en poulet standard, il faudra aussi qu'on puisse agrandir, moderniser des élevages et que quelque part la société accepte davantage la construction de poulaillers dans certaines zones. Et enfin, le dernier, on s'arrête pas. C'est pas parce qu'on a dépassé certains objectifs qu'on est sur le point d'atteindre certains qu'on va arrêter de travailler, bien au contraire, puisque on commence déjà à travailler, on a commencé à travailler sur nos pistes de réflexion pour 2030. Et là, on va sans doute c'est sûr, approfondir et mettre en place un 7e engagement concernant l'amélioration de notre impact environnemental et climatique, donc notamment à travers l'utilisation et les données de l'outil Cap2ER qu'on est en train de développer, qui est un outil de diagnostic dans les élevages qui permettra aux éleveurs de mesurer leur impact en matière de biodiversité, d'économie en eau, d'économie d'énergie, de carbone, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de démarrer. Et enfin, les objectifs que je vous ai listés tout à l'heure, on va également les renforcer. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans tout ce détail-là, mais on va essayer de voir si on ne peut pas mettre en place un indicateur sur l'enrichissement du milieu dans les poulaillers, également renforcer la question des formations de tous les maillons concernant le bien-être animal. Toutes les formations dispensées aux professionnels dans toute la filière. Concernant l'alimentation durable, j'ai parlé du soja qui est importé. On va essayer aussi de suivre et d'améliorer l'origine de l'approvisionnement de l'alimentation pour nos volailles, qui est déjà en l'occurrence très bon, mais en tout cas ça va nous permettre aussi d'être plus fin sur cette question-là. Et comme je le disais, sur les élevages familiaux, il faut aussi qu'on valorise notre attractivité. Alors on a parlé beaucoup d'élevage tout à l'heure sur la question du recensement. L'attractivité, elle doit aussi se raisonner à l'échelle des abattoirs, et il y a un chiffre qui est important concernant le renouvellement des générations notamment. Tout à l'heure, on l'a dit, près de 50% des éleveurs ont plus de 50 ans dans la filière volaille, donc c'est un enjeu. Un tiers des salariés du secteur de l'abattage, d'ici, je crois, 5 ans ou 10 ans, sera parti à la retraite. Donc il y a aussi un enjeu sur le maillon industrie. Et enfin, on est en train, parce que le pacte ambition, on va dire, c'est l'embryon d'une démarche RSE, on va essayer d'intensifier nos travaux là-dessus à partir de ce printemps pour mettre en place, on vous tiendra au courant dans les mois et les années qui viennent, une démarche RSE en tant que telle au niveau de la filière. Et Jean-Michel, je te redonne la parole. Merci Yann. Donc, on voulait simplement synthétiser pour la dernière partie de la présentation les 3 grosses demandes de la filière pour pérenniser et développer notre modèle d'élevage. Le premier, c'est mener des actions résolues, je dirais, et efficaces, visant à réduire les importations à l'échelle européenne. Donc, je le disais, mais c'est vraiment une demande d'un moratoire sur l'ensemble des négociations d'accords de libre-échange, avec en premier objectif le Mercosur, parce que c'est celui qui viendra en premier, qui nous impacte également le plus. La mise en œuvre de clauses miroirs dans les accords existants, et simplement, pour répondre à une idée simple que je redis, c'est quand on s'impose des contraintes de production, qu'on impose la même chose à ce qu'on importe, parce qu'aujourd'hui on n'impose pas la même chose à ce qu'on importe. Et ça, c'est une distorsion de concurrence qui est vraiment énorme, et qu'on procède également
a des contrôles sur place pour bien le vérifier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le deuxième. C'est si je refais le point avec la consommation, donc je le redis, la consommation de volaille augmente. C'est principalement du poulet en RHD. Et quand je le redescends au type de poulet, au modèle, c'est principalement le poulet de tous les jours, le poulet standard du quotidien, qui est plébiscité par le consommateur. Donc c'est celui-là qu'il faut qu'on développe. Donc c'est favoriser le développement de la production de poulet standard en France, dans tous les maillons de la filière. Et là, l'État doit nous soutenir sur l'ensemble du territoire pour répondre à cette demande. Alors, le soutien, c'est quoi? C'est tout d'abord un soutien moral et politique, parce que regagner de la souveraineté alimentaire, ça passe par un développement de la production qui doit être acceptée sur le territoire pour diminuer les imports. Donc là, c'est qu'on ait tous un discours positif sur ce modèle d'élevage parce qu'il est demandé par le consommateur et on se doit de le produire si on veut demain nourrir les Français. Que le soutien financier qui est déjà existant aujourd'hui au niveau des régions soit également fléché sur ce modèle d'élevage, vu que il faut construire des bâtiments pour répondre à la demande des Français. Et que le soutien également au niveau des pouvoirs publics, et celui-là il ne coûte rien, il se fasse également d'un point de vue administratif par la simplification des procédures. C'est-à-dire qu'on a une réglementation actuelle qu'il faut qu'on simplifie, parce qu'on voit bien que la mise en œuvre entre nous, la Pologne et autres, c'est quand même lourd. Le président de la République s'était ému qu'on mette 3 ans à construire une usine en France. Mais aujourd'hui, c'est 3 ans pour faire un poulailler. Et si à la directive IED, on va mettre 4 ou 5 ans, quoi. Enfin, on marche sur la tête. Donc ça coûte rien. Si on veut nous soutenir au-delà du discours qu'on a besoin pour remettre du positif, ça passe par ça. Et comme dit, ça ne coûte rien. Et que également, on est sur la question des recours qui sont de plus en plus systématiques sur nos permis, également un encadrement beaucoup plus clair. Alors, il y a eu des engagements oraux pris par Gabriel Attal sur ces points-là, par le ministre. Bon, maintenant, on attend des actes concrets. Il y a le salon bientôt. Donc, c'est le moment pour nous dire clairement comment ils voient les choses, parce qu'il y a des vraies attentes des éleveurs sur le terrain et aussi des consommateurs indirectement. Parce que s'ils mangent plus de ce poulet-là, il faut qu'on soit en capacité de faire des poulaillers, quoi. Et le dernier point, troisième, c'est pour rejoindre ce qui vous a été présenté sur l'étiquetage, assurer une traçabilité sur l'ensemble des produits commercialisés pour donner aux consommateurs toutes les cartes pour que ils choisissent en connaissance pleine et entière de ce qu'ils achètent, quoi. Donc là, on a 2 sujets qui ont été évoqués. Donc il y a l'étiquetage RHD sur les produits crus. Là, c'est très simple, ça ne coûte rien. L'expérimentation arrive à terme. Il faut qu'on ait une reconduction qui soit faite par le ministre de l'Agriculture et qu'on procède à une information et à des contrôles pour ceux qui doivent le mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 15% des restaurants qui le mettent en œuvre parce que soit ils ne le savent pas ou soit il n'y a pas eu de contrôle. Donc ce qu'on demande, c'est que ce soit reconduit, informé et contrôlé. Et après que sur les produits transformés qui représentent quand même les grands wagons d'importation, il y a un travail résolu au niveau de l'Union européenne pour que les évolutions réglementaires se fassent, pour que sur ce volet-là, on sache ce qui est français, de pas français, UE du non-UE, mais en allant plus loin que le non-UE, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Est-ce qu'il est thaïlandais, brésilien, ukrainien? Parce qu'aujourd'hui personne ne l'impose. Voilà les demandes d'évolution de l'étiquetage qu'on fait. Et on en finira par ça. Voilà. C'est des 3 grands points qui ne coûtent pas très cher. Et Bernard, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, voilà. Ça, c'est la synthèse. Donc, revenir rapidement sur ce qu'on a dit. Succès de la consommation de volaille, notamment de poulet. On a une reprise depuis l'influenza aviaire. Mais quand même, avec un arrivage massif d'importation de poulets à bas prix, qui ne sont quand même pas produits dans les mêmes conditions que nous, qui approvisionnent de manière ininterrompue la consommation, ce qu'achètent les Français, parce que c'est beaucoup sur de la RHD, et qu'en termes de souveraineté alimentaire, la reconquête, elle dépend d'un soutien collectif, c'est-à-dire de notre action à nous, avec le soutien des pouvoirs publics, c'est-à-dire flécher l'argent sur l'investissement qu'il faut, rééquilibrer dans les accords de libre-échange avec des clauses miroirs, un étiquetage également qui informe mieux le consommateur pour
tout simplement répondre à l'objectif de préserver, de développer notre modèle français qui est unique, parce qu'on est le seul pays à avoir autant de modèles et d'espèces différentes d'élevage. Et ça, il faut qu'on le préserve. C'est notre gastronomie française qui est en jeu. Alors, on l'a mis, 8 espèces, 4 modèles d'élevage différents, avec beaucoup d'exploitations diversifiées en polyculture élevage, qui sont de taille humaine et qui sont engagées dans des bonnes pratiques. Yann vous l'a montré. On va même au-delà des exigences qu'on s'est imposées et avec encore des propositions pour aller plus loin. Voilà pour la présentation. Donc merci à l'équipe pour la présentation et on part pour 20-30 minutes de questions. C'est ça Arnaud, non? T'es un peu le maître du temps d'habitude? Ouais. Non, et puis de notre estomac aussi. De notre estomac aussi. Oui, bonjour, Vincent Guyot pour la France Agricole. Monsieur Tauziat, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la distribution ne répercute pas les baisses des coûts de production, notamment dans les filières de volailles de qualité. On a plutôt l'impression que d'habitude c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand les coûts de production des éleveurs augmentent, la distribution traîne des pieds pour pouvoir répercuter des hausses aux consommateurs. Donc comment vous expliquez cette situation qui est plutôt surprenante? Alors, donc il faut saluer le travail qui a été fait au sein d'Envol quand il y a eu l'inflation forte sur nos productions. Et je crois que la distribution, même s'il a mis un peu de retard, elle a accepté toutes les hausses. Ça, il faut le dire. Oui. Ce travail-là a été bien fait. Bon, aujourd'hui, ce que l'on a, tout ne baisse pas. L'énergie, la main-d'œuvre, le bâtiment, tout ça, ça ne baisse pas. Les choses qui baissent depuis l'année dernière, c'est l'indice à vie, donc l'aliment. C'est l'aliment qui baisse. Et donc, nos abattoirs ont donné cette baisse aux distributeurs. Et aujourd'hui, nous, on pense, alors, on est un peu, voilà, ça va arriver, mais on n'est pas tout à fait d'accord avec eux. On pense que cette baisse, elle n'a pas toutes été donnée aux consommateurs encore aujourd'hui. Donc, on pense que nos prix pourraient être un peu meilleurs aux consommateurs. Voilà. Très clairement, les négociations commerciales qui se sont achevées fin janvier ont acté de baisse de la part de nos filières vers les distributeurs. Reste à constater maintenant que les prix de vente consommateurs actent bien de la même baisse. Et que quelque part, ce qu'on souhaite aussi, c'est que ces distributeurs mettent un point d'orgue à favoriser les filières qui sont un peu plus dans les difficultés, comme le bio, le label rouge, la dinde et le canard et la pintade. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que la filière s'active globalement jusqu'à nos partenaires distributeurs, jusqu'à la RHD pour dynamiser ça. Mais il y a bien une baisse, donc ce qui veut dire que l'accès consommateur, aujourd'hui, le prix est normalement motivant pour aller chercher de la volaille sur toutes les espèces aujourd'hui. Oui, il y a une baisse. Pas facile à évaluer comme ça, mais il y a une baisse importante, oui. Les céréales ont baissé, vous avez vu, on a passé un an, et la céréale, c'est entre 50 et 60% du coût alimentaire. Donc, je n'ai pas d'éléments précis à vous donner, mais la baisse est importante. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une... Oui, oui, Gérard Lepuy, l'humanité.fr. Vous avez à plusieurs reprises évoqué les clauses miroirs. Oui. Vous l'aviez fait aussi le 15 février au colloque de France Agridé. Et le même jour, au Trocadéro, il y avait une manifestation de L214 qui, justement, si je puis dire, n'en avait rien à cirer puisqu'il demandait que le groupe LDC qui transforme de la volaille, eh bien, fasse un certain nombre de réformes pour répondre à un certain nombre de problèmes, mais sans tenir compte justement de ce qui se fait dans les autres pays. Alors comment on peut sortir de ce piège de votre point de vue? J'ai une autre question, mais c'est plus une interrogation. Est-ce que, comme il faudra installer des jeunes, le moment n'est pas venu de se poser la question de faire en sorte que progressivement, peut-être, on élève de la volaille dans les fermes céréalières, donc dans les grandes zones céréalières aujourd'hui en France, de manière progressive évidemment? Alors, pour la première question, alors là je vais être assez direct et franchement, on est exaspéré, on trouve ça complètement indécent, ce qui a été mené ce week-end. C'est un vrai scandale parce qu'on vous a montré les chiffres. La filière et les éleveurs, ils sont en train de se dépêtrer dans des importations de volailles à bas prix qui ne sont pas produits comme chez nous. Et qu'est-ce qu'on a comme action? On a des gens qui nous crachent dessus
et qui disent que ce qu'on fait, c'est de la merde. Et ça, c'est inacceptable. Et en plus, quand c'est repris par des têtes de gondole de médias, c'est insupportable pour les éleveurs. D'autant plus que les allégations qui ont été faites, c'est des mensonges. Comment des gens aussi connus peuvent participer à des mensonges quand on dit que des poulets sont génétiquement modifiés? Mais ça n'existe pas, des poulets génétiquement modifiés. Aujourd'hui, les poulets, c'est de la sélection naturelle. Alors comment on peut mentir comme ça, aussi effrontément, devant tout le monde, alors qu'il y a des éleveurs qui essaient de bien faire leur boulot, de nourrir des Français, et qu'on est couvert par des importations de poulets qui nous viennent d'Ukraine et du Brésil? C'est inacceptable. Enfin, j'ai rien d'autre à dire, quoi. Voilà, sur ce point-là, ça nous énerve tous. On n'a pas besoin de ça dans le contexte actuel. Voilà. Ensuite, pour les jeunes éleveurs, oui, c'est une bonne idée, mais on avait notamment dans des régions de zones intermédiaires, notamment en Bourgogne, des projets d'investissement de certains abattoirs pour créer des poulaillers, pour monter des poulaillers en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu des attaques systématiques et des recours systématiques d'associations sur les permis. Et on n'arrive pas du coup à sortir des poulaillers de terre. Pour des questions juridiques franchement inacceptables. C'est pour ça qu'on a fait remonter aussi au niveau des pouvoirs publics que aujourd'hui, il y en a qui abusent des recours administratifs et qu'il faut un petit peu responsabiliser les gens qui font ces recours-là pour permettre à des poulaillers de sortir de terre. Parce que quand même, je le rappelle, on a quand même les exigences les plus élevées pour sortir des poulaillers de terre. Aujourd'hui, un gars qui veut construire un poulailler, c'est 3 ans de démarches administratives, c'est 15-20 000 euros de frais administratifs, de cabinets d'études qui mènent des études d'impact environnementaux, qualité de l'air, sanitaire et tralala, avant qu'un poulailler puisse sortir de terre, quoi. Donc ça répond quand même à des exigences très élevées qui ne s'appliquent pas à tous les poulets d'ailleurs qu'on importe, hein. Mais voilà. Est-ce qu'il y avait... Alors, il y avait cette dame qui avait également une autre question. Oui, bonjour, Juliette Michel de l'AFP. Vous évoquiez... Juliette Michel de l'AFP, vous évoquiez le besoin d'un soutien politique et moral de la part du gouvernement. Le gouvernement a quand même fait beaucoup de mesures ces derniers temps, ou alors s'est engagé au moins sur de nombreux points, sur le Mercosur, ils se sont engagés à avoir des discussions sur la directive IED à Bruxelles. Est-ce que vous avez quand même l'impression de ne pas avoir le soutien du gouvernement en ce moment? Alors, vous avez raison, il y a des éléments positifs qui ont été annoncés. Mais voilà, ça demande à être validé. Parce que là, il y a un discours qui est plus positif. Bon, maintenant, on attend des actes. Parce que depuis de nombreuses années, on a eu souvent des discours positifs qui ont été souvent douchés dans les actes. Et là, on entend à nouveau un discours qui nous va bien. Parce que parler de souveraineté alimentaire, parler de rééquilibrer avec la concurrence déloyale, de parler d'étiquetage, de simplifier la vie des éleveurs qui ont des exigences assez élevées, qui sont des fois dans des logiques de contradiction d'ailleurs, de respect de règles. Nous, ça nous va, mais maintenant, on attend des actes, parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc on reste prudent, quoi. Concret, sur l'Ukraine, sur la question des négociations en cours. Il y a eu un discours positif et un principe qui nous va bien, c'est-à-dire mise en place d'une clause de sauvegarde, d'une mesure de sauvegarde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà d'un certain volume, on arrête d'importer sans droit de douane de la viande de poulet ukrainienne. Seulement aujourd'hui, là où on attend les choses concrètes, c'est sur le seuil à partir duquel le poulet sera à nouveau taxé. Et aujourd'hui, on entend plutôt, côté commission, que ça sera sur un niveau de 200-230 000 tonnes, c'est-à-dire sur la moyenne des années 22-23. Là où déjà, on estime qu'ils importent beaucoup trop. Nous, on demande aujourd'hui au gouvernement, au ministre de l'Agriculture, au chef de l'État, de négocier pour que ce volume, ce seuil, ce soit plutôt 100 000 tonnes. Qui est déjà 2 fois supérieur à ce qui avait été négocié en 2014, je le rappelle. C'est-à-dire qu'en 2014, on a démarré à 40 000, 2023, 230 000 tonnes. Ce qu'on demande, c'est que le seuil à partir duquel on rétablit les droits de douane, ce soit 90 000 tonnes. Voilà. Donc ça, on attend. Autre exemple que vous avez cité, par exemple le Mercosur. L'accord a été, pour nous, repoussé. Alors, il n'a pas été validé, tant mieux, mais pour l'instant, il n'est que repoussé.
quand le président de la République, dans son discours, et ça nous va bien, hein, de dire il faut qu'on tienne mieux compte de comment les antibiotiques, l'usage des antibiotiques dans les volailles importées, de mettre en place une agence européenne du contrôle sanitaire. Nous, ça nous va bien, mais pour l'instant, dans les faits, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, allez-y, allez-y. Hein. Mais du coup, est-ce que vous attendez des annonces très concrètes avant le salon de l'agriculture? Avant, pendant, le plus rapidement possible. Hein. Et lesquelles ce que seraient les top 3 mesures concrètes que vous attendriez, que vous voulez? Les clauses miroirs sur l'importation, c'est fondamental. On n'a rien contre l'Ukraine. On a contre le modèle de production de cet oligarque qui produit dans des conditions à notre porte qui n'ont rien à voir à ce qu'on nous impose chez nous. C'est un problème de parité, c'est un problème de loyauté, tout simplement. Et ça, c'est la même chose quand on est en Thaïlande ou au Brésil. On ne parle pas de la même chose. Donc ça, c'est tout simplement pas admissible. Quand une voiture en France, elle roule sur le territoire français, elle a les normes françaises. Point barre, quel que soit son pays d'origine. Eh bien, sur une volaille, on veut la même chose. C'est aussi simple que ça. Et je crois que si on regarde les enquêtes consommateurs, c'est très clair. Quand le Français il veut de l'origine France, c'est parce qu'il sait pertinemment tout ce qu'il y a comme contrôle derrière, tout ce qu'il y a comme évolution, toute la garantie sanitaire qu'il y a aussi. Vous savez que les importations aujourd'hui qui arrivent quelquefois sur les Pays-Bas, quand on a fait des contrôles, nous, un peu indépendants, c'est pas triste ce qu'on trouve. Hein. Alors que nous, tous les jours, on est contrôlés dans les abattoirs, tous les jours, on est contrôlés dans nos élevages. Et on est sur un principe de précaution, nous-mêmes. Alors, ouais, donc c'est ça qui fait le déséquilibre aujourd'hui, c'est ça qui n'est pas admissible. C'est ça c'est ce que demandent les citoyens, tout simplement. C'est de la réassurance de par un modèle. Et s'ils achètent à l'étranger, ok. Mais par contre, c'est le même modèle de sécurisation qu'il y a sur le territoire français. Oui, alors sur les 3 mesures, vous disiez. Alors il y a la première, c'est ce que vient de dire Patrick, c'est que on est des avancées, notamment sur les importations de poulet d'Ukraine quand même, parce que les choses sont en train de se négocier. Donc là, on attend quand même à ce qu'on retrouve des volumes beaucoup plus modestes, parce que là, on a quand même quasiment triplé les importations. C'est de la viande fraîche qui rentre, qui vraiment déstabilise tous nos marchés. Donc là, on attend quand même à ce que, sur cet engagement, il y ait des choses concrètes, avec un changement de logiciel sur la manière dont on veut voir aussi la logique commerciale au niveau de l'Union européenne, quoi. Est-ce qu'on n'est que dans des accords de libre-échange tels qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'on essaie d'être cohérent avec nos exigences à nous, quoi? Et nous, là-dessus, on a envie que ça avance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on attend quand même pour les éleveurs des mesures liées aux simplifications normatives. Je le disais, sur aujourd'hui 3 ans de délai pour construire un poulailler, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop cher. Quand on voit nos collègues qui mettent en œuvre les mêmes directives dans d'autres pays européens, je pense qu'on a largement des marges de progrès. Et aussi sur la responsabilisation qu'on attend sur les différents recours qu'on a systématiquement sur les permis, sur cette réglementation IED, donc je dirais c'est le paquet normatif. Et après, sur le dernier point, c'est sur l'étiquetage, l'information du consommateur, quoi. Parce que du coup, on a l'étiquetage à domicile en supermarché sur la viande fraîche, on est bon, mais il y a la RHD où en fait la réglementation est là, mais il faut simplement la faire appliquer. Et sur les produits transformés, là il faut monter à Bruxelles et avoir un peu de courage pour faire avancer, faire bouger les lignes, quoi. Voilà, c'est à peu près ça les 3 points. Hein. Bon, les collègues sont d'accord, ils me rassurent. C'est bon. Voilà, je vous en prie, allez-y. Ah, pardon. Ouais, pardon. Oh, pardon. Bonjour. Ah ouais, je suis pas très poli. Non, c'est pas grave. C'est Giulietta Gamberini de la Tribune. Moi, je voulais comprendre un peu mieux l'enjeu de l'origine de l'alimentation des animaux. Déjà, dans quelle mesure on dépend de l'étranger aujourd'hui? De 2, pourquoi ça ne fait pas partie des critères de souveraineté pour vous? Et troisièmement, si on augmente la production de poulets standards, dans quelle mesure ça va jouer sur la dépendance de l'étranger en termes d'alimentation? Merci pour cette question. Ouais. Alors, la dépendance, elle est pour partie protéique, mais cette dépendance, elle s'est amoindrie d'année en année. Alors pourquoi? Parce que vous savez que sur le territoire français, on a développé d'autres sources de protéines. On avait le tourteau de soja point barre à l'avant. Aujourd'hui, on a le tournesol, on a le colza. On a plein de coproduits comme ça qui sont très riches en protéines, avec des filières d'excellence aujourd'hui, parce qu'en plus, on arrive à concentrer cette protéine. Donc la dépendance
soja importation, elle ne fait que diminuer. Avec, je n'ai plus le chiffre sur le global, je pourrais vous le donner, mais je vous le donnerai. On a tout ça qui est établi tous les ans. Et en plus, il faut savoir aussi qu'il y a un plan protéique en France sur lequel on développe les cultures de soja en France. Dans des régions comme chez Bernard, on a de plus en plus dans la rotation aujourd'hui, maïs-soja, c'est quelque chose qui existe, donc on a de plus en plus de soja français sur le territoire, et ça c'est quand même très très bien. Autre point qui est considérable, c'est que l'efficience alimentaire sur le poulet, elle est assez remarquable. C'est que la quantité d'aliments qu'on a besoin pour faire 1 kg de viande, elle ne fait que s'amoindrir. Alors pourquoi elle ne fait que s'amoindrir? C'est que les élevages sont de plus en plus performants, avec des systèmes de ventilation, des systèmes de bien-être qui profitent à la croissance des animaux tout en consommant de moins en moins. Donc on perd régulièrement une 50aine de grammes quasiment d'indice de consommation par an, ce qui fait que la dépendance protéique s'amoindrit de plus en plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à travailler. C'est pour ça qu'on travaille notamment sur le sujet de la qualité et de l'éthique de l'approvisionnement soja, de par les schémas de déforestation, qui quelque part nous conduisent aussi vers des fournisseurs qui sont un peu plus engagés dans la durabilité. Donc c'est tout un modèle qui est en marche, et c'est vrai que la volaille, quand on regarde les indices de consommation par rapport à d'autres espèces animales, est très 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 efficiente. Alors peut-être juste pour ajouter, pour nourrir un poulet, le soja c'est combien en pourcent? Une quinzaine de pourcents. Voilà. Donc en fait 80. Le tourteau de soja. Ouais, le je tourteau rappelle, de soja. je rappelle que le tourteau est un sous-produit du soja, puisque c'est l'huile quand même qui est le produit principal et qui est au niveau du monde de l'énergie. Donc en termes d'autonomie, on est plutôt bon parce que à 80-85% du volume d'aliments consommés par la volaille, par le poulet, il est produit en France. Français. Oui. On est quand même des gros producteurs de céréales, donc ça aurait l'avantage de même mieux valoriser encore nos céréales au travers de la viande. Et donc, ce qui permettrait d'être encore plus, je dirais, en économie circulaire, parce que si on fait plus de volailles pour nourrir les Français, elles consommeraient encore plus nos céréales françaises. Après, il y a la question du soja pour une quinzaine de pourcents de volume, où là, on est partie prenante du plan protéines aussi, de souveraineté protéinique que le gouvernement a mis en place, où on voit qu'on améliore tous les ans notre pourcentage de dépendance en consommant de plus en plus de protéines françaises. Et je rappelle qu'en France, les farines animales sont interdites, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Voilà, donc quelque part, c'est aussi une distorsion de concurrence très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en tout végétal, et depuis notamment les crises qu'on a connues. Et avec un bilan carbone, on va dire, hyper positif, parce que pour un poulet standard, on peut dire que 2 kg d'aliments produit 1 kg de viande. Et la filière volaille ne représente hors pondeuse que 0,18% des gaz d'émissions de serre, donc c'est à la marge. C'est pas pour ça qu'on ne va pas travailler, parce qu'en plus on a un sujet qui est aujourd'hui pas mis du tout dans les méthodes de calcul des gestes, c'est qu'on n'a aucune valorisation des effluents d'élevage qui retournent dans les cultures céréalières à côté, ne sont pas calculés. Donc on a, nous, quelque chose qui est... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, un éleveur de volaille, son fumier, c'est quelque chose d'important pour produire ses céréales à côté, qu'elles soient fourragères ou autres. C'est un élément essentiel parce qu'en plus, on amène de la matière organique. Donc on fait de l'agronomie appliquée. Voilà, alors il y avait madame. Ouais. Bonjour. Je voulais revenir à l'étiquetage. Oui. Concernant la viande fraîche, première question, est-ce que l'obligation, elle est uniquement sur UE, non-UE, ou est-ce qu'il faut mettre le pays? Ouais. Alors, je vous réponds tout à l'heure. Ouais. D'accord. Deuxième question, si je comprends bien, pour les plats préparés, pour l'instant, il y a 0 obligation d'étiquetage. Quand les plats contiennent du poulet. Alors j'ai en tête une vieille réglementation, alors, je crois que c'était sur le bœuf où il y avait une histoire de 50% de l'ingrédient. Voilà. Et est-ce que c'est vers ça que vous allez comme type de demande pour réglementer les plats préparés? Et pour la RHD, vous dites que la réglementation est là, mais en fait elle est bientôt plus là. Est-ce que vous avez déjà l'assurance que le décret va être reconduit? Et si oui, est-ce qu'on va vers une obligation UE non UE ou est-ce qu'on va vers une obligation avec des noms de pays précis? Okay. Merci pour la question. Je vais donner la parole à Yann pour répondre à toutes ces questions sur l'étiquetage qui sont importantes. Aujourd'hui, sur l'étiquetage de l'origine, il est obligatoire sur la viande crue, qu'elle soit congelée ou fraîche, en GMS, en restauration.
Donc la base, enfin on va dire le niveau basique étiquetage, en effet, c'est origine UE ou origine non UE. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit obligatoire d'indiquer le pays d'origine. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y en a qui ne le font pas. Hein. Vous voyez sur des étiquettes, origine Pologne, origine... Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Là où ça n'est pas obligatoire, c'est sur les produits, en effet, élaborés, transformés, etc. Donc les nuggets, les cordons bleus, les salades, les plats préparés, les pizzas, tout ça. Ça, que ce soit en restauration ou que ce soit en GMS, ça n'est pas obligatoire. Donc là, il peut y avoir des choses d'indiquées, s'il y en a qui le souhaitent, mais le plus souvent, il n'y a strictement rien d'indiqué. Et quand sur un produit comme un jambon ou du nuggets, ou je ne sais pas, vous avez plusieurs origines, on se retrouve parfois avec des étiquettes origine de point UE et non UE. Autrement dit, monde entier, quoi. Donc c'est ça qu'on dénonce clairement. Et donc, concernant le décret, le prolongement du décret RHD, on a bon espoir que dans les prochains jours, voilà, le Salon de l'Agriculture peut être l'occasion quand même pour communiquer sur le sujet, ce décret-là soit poursuivi, mais nous, on n'attend pas simplement la prolongation du décret. Il faut que ce soit accompagné d'une campagne de sensibilisation un peu courageuse de la part des pouvoirs publics. Parce qu'il y a 2 ans, quand on a mis en place ce décret, 2 ans plus tard, on est à 15% des restaurateurs. J'ai envie de dire, c'est presque pas leur faute. Ils n'étaient pas, pour la plupart, au courant. En tout cas, c'était un manque d'information sur le sujet. Donc il faut qu'on accompagne ça aussi de communication. Et enfin, le dernier sujet, il y avait la question oui, sur les produits en tant qu'ingrédients. En fait, ça a existé. Hein. Il y avait une expérimentation qui s'est finie à la fin 2022 ou 2021, je ne me souviens plus. L'idée, c'est qu'on remette ça en place, mais qu'on l'inscrive dans le marbre au niveau européen. Parce que là aussi, c'était une expérimentation, comme sur la RHD, parce qu'au niveau européen, dans le règlement information consommateur, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de rendre obligatoire l'origine sur les produits élaborés ou dans la restauration. Donc ça, il y a l'échelle française. Pour l'instant, ça se traduit via de l'expérimentation. Mais là, il faut passer la seconde. Et c'est des annonces qu'on attend pour qu'au niveau européen, dans le cadre du règlement information consommateur, ce soit définitivement gravé dans le marbre. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? En tout cas, on peut... Ah oui, je vous en prie. Puis après, on peut passer à table et continuer à discuter entre nous. Hein. On s'est répartis dans les 4 coins. Moi, je voulais savoir, en restauration, quelles sont vos actions pour favoriser l'offre française et booster un petit peu, parce que là, on voit qu'il y a énormément de restaurants spécialisés en poulet, il y a de la fast-food, donc voilà. Merci. Alors, est-ce que vous voulez répondre à PVF, hein, c'est un peu le sujet à PVF. Quelles sont les actions que la filière met en œuvre pour la restauration hors domicile? Alors, il y a peut-être Véronique qui peut nous répondre, qui est la directrice de la partie de la partie promotion. Oui, bonjour. Écoutez, on a mis en œuvre un certain nombre d'actions. En particulier, on a déjà commandité l'étude Romler pour faire un état des lieux de l'utilisation de l'affichage de l'origine volaille française et l'origine française dans les restaurants. On a une démarche aussi, d'ailleurs, qui sera mise en avant pendant le Salon de l'Agriculture sur notre stand, qui s'appelle Volaillissime, et qui est de promouvoir, d'accompagner, de donner des éléments de mise en avant de la volaille française à tous ceux qui sont restaurateurs, grossistes, d'ailleurs chefs de rayon. Enfin, on a des prix pour toutes les catégories de personnes, et c'est des gens qui sont très engagés, qui nous accompagnent, qui sont des porte-parole. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué et ce qui est assez fascinant, c'est que ces gens-là ne demandent qu'à être aussi accompagnés, parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font. Et je pense que c'est une démarche qui peut faire boule de neige. Il faut vous, journalistes, en parler aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, qui sont fiers d'être aux côtés des éleveurs. Et je pense que donc cette accroche volaillissime est importante aussi. Elle accompagne le logo volaille française, mais dans l'expression des savoir-faire. Voilà. Merci Véronique. D'autres questions?
Bon bah écoutez, je vous remercie. Donc on va vous rejoindre à table, ce qui nous permettra de continuer à discuter avec vous. Et on vous a mis donc les références de notre stand au Salon de l'Agriculture. Donc n'hésitez pas aussi à passer pour discuter avec nous si vous avez des questions ou pour tout simplement échanger. Voilà, bon appétit à tout le monde. Merci.